Et OK. nous, c'est ce qu'on regarde quand on fait un audit UX. Ben, on va aller regarder est-ce que les éléments de motivation sont bien là, est-ce que la personne est bien en capacité de pouvoir utiliser l'interface et est-ce qu'on a rajouté des éléments déclencheurs dans cette interface pour que il passe à l'achat ou qu'il prenne rendez-vous. Et en fait, ce qui est génial avec la persuasion, c'est que ça peut être dans la vie de tous les jours, comme sur un site web, et peu importe le support que ça est. Hello tout le monde et bienvenue sur Good Morning Product, le podcast qui interviewe les product managers et UX designers qui pensent les produits web de demain. Je suis votre humble serviteur Pablo et aujourd'hui, on reçoit Shirley Chantraine, cofondatrice de l'agence We Are Web et co-autrice de la newsletter No Brain, No Gain qui parle de persuasion digitale. Ce qui passionne Shirley, c'est l'humain, décrypter ses comportements et motivations pour créer des expériences digitales véritablement persuasives qui incite à agir, que cela passe par des messages, pages et interfaces. Son parcours n'est pas classique. Après des études de philosophie et d'histoire de l'art, elle a intégré une école de commerce avant de suivre la toute première formation universitaire en UX Design and Research en Belgique. Puis elle a co-créé We Are Web où elle travaille aujourd'hui comme consultante en stratégie et persuasion digitale. Elle accompagne des entreprises de toute taille dans l'optimisation de leur communication et interface digitale pour accélérer le parcours d'achat et augmenter durablement le taux de conversion. Le tout dans une démarche éthique qu'elle a baptisée persuasion positive, appliquer les techniques du neuromarketing et du neurodesign de la manière la plus respectueuse pour l'utilisateur et la plus durable pour la marque. Et hello Shirley, comment ça va aujourd'hui ? Salut Pablo, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Ça va très bien, merci. Et surtout, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Je suis très curieuse d'entendre toutes ces invités que tu vas avoir. Et puis, ça fait plaisir de partager ensemble ce moment. Carrément. Eh ben, écoute, plaisir partagé Shirley, je suis hyper content de t'avoir. C'est vrai qu'on avait bossé ensemble déjà sur des projets Ouais. et c'est cool de pouvoir se reparler, autour du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc vraiment trop cool de pouvoir parler de ça avec toi. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la persuasion par la psychologie, qu'on peut utiliser en tant que UX designer. Alors j'imagine que la persuasion, ça s'applique à plein de domaines particuliers, mais nous, on va vraiment se concentrer dans un contexte plutôt digital sur la partie UX design. Est-ce que déjà tu pourrais nous rappeler du coup ce principe de la persuasion par la psychologie ? Avec plaisir. La première chose peut-être, c'est de préciser le domaine dans lequel moi j'interviens, parce que je vais parler de la persuasion dans ce domaine en particulier. On travaille principalement sur des parcours de conversion, donc ça veut dire des sites qui doivent soit générer du lead ou qui veulent vendre, hein, où il y a un achat. Et donc tout ce que je vais dire sur la persuasion, ça concerne ça, ça concerne pas des produits digitaux où tu sais en UX il y a beaucoup plus que simplement le parcours de conversion. Mhm. Donc je vais me concentrer là-dessus. Si on commence toujours par une définition, parce qu'en général c'est plus facile de s'entendre sur quoi on parle, on peut dire que la persuasion c'est l'ensemble des techniques qu'on va utiliser. Alors soit on a des techniques, soit des leviers, où on va essayer d'influencer positivement le comportement d'un utilisateur. Ce qui m'amène tout de suite à dire que la persuasion, c'est pas la manipulation, c'est super Mhm. important pour nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de concept de persuasion positive. Donc on va, la manipulation c'est simple, c'est tromper les gens, et le but, tu sais en UX c'est pareil, hein, on a une ligne éthique à suivre, faut vraiment pas tromper les gens, donc on va utiliser une série de techniques qui permettent de mettre en avant un argumentaire de vente par exemple, ou du microcopie qui va faire que la personne trouve un sens dans le produit qu'elle voit en face d'elle, alors que ce soit le produit digital ou que ce soit le produit qui soit vendu sur un e-commerce ou un service qui est mis en avant. Donc on va pas vouloir contraindre la personne, mais on va aller chercher à activer des émotions ou à mettre en avant des éléments qui font sens. Tout ça en essayant bien entendu d'être transparent et de maintenir la liberté de choix et l'autonomie de l'utilisateur qui est en face. Tu Ok. l'auras compris, c'est pas de la magie, hein, c'est jamais de la magie, tu le sais. Hein, je pense aussi, tu fais pas de magie, tu fais de la magie, Pablo? Non, non, j'essaye, mais ça marche pas. Ça marche pas, hein. Non, Donc c'est pareil pour la persuasion, on sait pas faire de magie, donc tu connais ça encore mieux que moi, j'ai envie de dire. On fait des tests et donc ce bien que ça sûr. permet d'adopter une démarche où on réfléchit à la persuasion, c'est de faire des hypothèses qui sont plus persuasives et on se donne plus de chances d'aller vers la conversion, mais ça reste qu'on doit tester tout ça. En pratique, dans le digital, hein, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est à amener
des éléments de design. On parle beaucoup de design comportemental à côté de l'UX design. Nous, on aime bien parler de design persuasif. Et donc, chaque micro-élément qu'on vient mettre sur une interface, que ce soit un bouton, un message, une notification, tout va être fait pour qu'on essaye de faire, d'abord de donner une très bonne expérience à l'utilisateur et de le faire progresser le plus rapidement possible sur son parcours de conversion pour qu'il arrive à la décision finale qui est l'achat. Ok, Mais le tout, c'est toujours vraiment de faire sens pour l'utilisateur. ok, Donc, si tu veux, je te donne un exemple. On pourrait prendre un e-commerce de vêtements responsable, un éco-responsable. On- Si on allait dans le trajet le plus court, on se dit, OK, on met la fiche produit, on pousse tout de suite à l'achat avec le bouton bien en évidence. Ben non, ça va aller un petit peu trop vite. On va devoir amener des éléments à l'utilisateur. Si tu es dans un e-commerce de vêtements éco-responsables, tu sais que ton persona, il va lire les étiquettes. Il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière comme les produits, d'où ils viennent. Est-ce que c'est 100% bio-coton ou pas? On va placer ce genre d'éléments à des endroits stratégiques dans la page pour qu'ils puissent prendre connaissance de ces éléments et ensuite se dire, tiens, oui, je vais acheter. Et c'est ça la persuasion. C'est de venir mettre des éléments qui font sens et ensuite de créer, de mettre des déclencheurs, si tu veux, qui vont faire qu'on va aller plus vite vers l'achat. On verra, on aura l'occasion encore d'en discuter, je suis sûre, dans la suite de cette conversation. bon, bah, trop bien. Et donc, si je comprends bien, Shirley, cette persuasion que tu viens de nous présenter, ça s'applique vraiment sur tout type de site. Alors, j'anticipe déjà sur une autre question que je te posais un peu plus tard, mais juste que ça soit clair pour tout le monde. Là, tu t'as cité un exemple de e-commerce, mais ça peut s'appliquer à tout type de Oui. site, des sites qui font des sites vitrines, des sites qui font de la lead gen. Là, ça peut être de l'achat, mais ça peut être de la prise de rendez-vous, ça peut être des SaaS, ça peut être de n'importe quoi. Et en fait, ce qui est génial avec la persuasion, c'est que ça peut être dans la vie de tous les jours, comme sur un site web, et peu importe le support que ça est. Donc C'est ça, ça. ça va fonctionner parce qu'en fait, la persuasion, elle est basée sur la psychologie de la personne. Mmh. Et donc, dès que tu as affaire à un humain, il y a de la psychologie qui rentre en compte, peu importe le support de communication qui est là derrière. Bien sûr, ouais, et tout en restant, dans le côté un peu positif et sans essayer de manipuler, Ouais. l'utilisateur derrière avec, ce qu'on appelle mince, comment on appelle Les ça? C'est dark des patterns. dark patterns, ouais, voilà. Où Ouais. en fait, on va en abuser de cette persuasion pour, enfermer l'utilisateur dans un espèce de funnel où il pourra rien faire d'autre que d'appuyer sur le bouton et du coup, il cherchera une information qui est volontairement masquée. Là, on bascule du coup de l'autre côté et c'est ce qu'on évite de faire, quoi. Je crois que le plus bel exemple, tu prends ces petits, toutes les petites pop-up qui apparaissent avec les cookies là, où tu peux pas Ouais, normalement, selon le RGPD, tu dois mettre tout rejeté ou tout autorisé ou alors paramétré et les 3 quarts du temps, le tout rejeté, bizarrement, il est difficile à atteindre, ouais, tu sais pas l'avoir. Voilà, ça c'est des dark patterns, il faut laisser la personne libre de son choix et être transparent et ce qui est dingue avec la persuasion, c'est qu'on peut arriver à avoir cette transparence et quand même convaincre les gens que, voilà, qu'il y a un intérêt pour eux à acheter. C'est plutôt finalement de mettre en avant les éléments, pas tellement de chercher à forcer la personne à OK. acheter. Bien sûr, ouais. Et c'est les mettre en avant d'une certaine façon, mais qu'ils puissent après, en toute conscience, prendre la décision, qui lui Ouais, correspond, et qu'il décide de s'il le fait ou pas, quoi. Mais au moins qu'il ait tous ouais, les ouais, éléments apportés et qu'il puisse facilement comprendre, ce qui se passe quand il clique sur tel élément ou où est-ce qu'il va arriver ou c'est est-ce que ce ça. produit ou service est vraiment fait pour lui, quoi. OK, Ouais, ouais, c'est très c'est clair. exactement ça. Et est-ce que, donc maintenant qu'on a un peu présenté, la partie théorie, est-ce que tu pourrais nous partager un modèle, que toi tu utilises de psychologie comportementale, qui t'est particulièrement utile en UX? Vraiment une sorte de comment dire? De framework que toi tu peux utiliser, que tu peux conseiller à nos auditeurs pour essayer d'appliquer un peu ces principes de persuasion? Ouais, ouais, bien sûr. Il y a un modèle, qu'on retrouve très, très souvent dans l'UX et qui est aussi, très présent dans le design comportemental. C'est justement un modèle de comportement, hein, c'est le modèle de Fogg et en fait, Oh, il OK. est assez simple et il est super pratique quand tu conçois une interface. C'est que tu dois te dire que quand tu veux changer un comportement, il y a 3 éléments que tu dois faire intervenir. Le premier, c'est la motivation, le deuxième, c'est la capacité et le troisième, c'est le déclencheur. Autrement dit, tu prends le premier, c'est la motivation, tu dois comprendre qui est ton persona derrière, quels sont ses besoins profonds et comment tu vas pouvoir agir là-dessus. Donc, par exemple, tu te dis, est-ce que la personne, elle cherche à gagner du temps, de l'argent, est-ce qu'elle veut se sentir en sécurité ou est-ce qu'elle a un besoin d'appartenance? Une fois que tu as compris ça, tu sais plus facilement mettre les éléments en avant, que ce soit visuel ou que ce soit textuel d'ailleurs.
Ça, c'est vraiment la première étape. Et excuse-moi, Shirley, je te coupe. En fait, c'est assez intéressant parce que ça me fait penser un peu aux personas. Et c'est vrai que moi, quand j'accompagne sur les clients, on dit on a vraiment besoin des personas pour bien se Mmh. rapproprier votre business et ensuite derrière faire dessiner des parcours utilisateurs, etc. Et moi, j'aime bien dire à chaque fois que bon, les personas, c'est le truc qui embête tout le monde, que personne n'utilise, sauf Ouais. les UX. Nous, on en a vraiment besoin pour le coup, donc on est content de les faire. Et en fait, c'est vrai que cet aspect motivation, si toi, ça fait partie du modèle que tu nous présentes aujourd'hui, qui a l'air assez intéressant en tout cas, bah, la partie motivation, si tu connais pas un peu les utilisateurs, si tu n'es pas allé les questionner, si tu n'as pas Mmh. fait des formulaires, enfin des surveys ou des choses comme ça, ou travailler tes personas, tu peux pas savoir vraiment ce qui les motive. Et ça, c'est la seule façon d'avoir l'information, j'imagine, c'est en allant les questionner, en regardant un peu les avis qu'ils écrivent sur ton site ou des choses comme ça. Alors oui, il y a certainement le fait d'aller les questionner. Ça, c'est super important, mais on peut pas se limiter à ça. Tu sais, c'est le grand débat, entre Ce qu'ils l'UX disent et et lorsque, tout ce qui est ouais, neuro, dans le design comportemental, on va beaucoup te pousser à essayer de trouver les motivations inconscientes parce qu'on ah est oui, des humains, hein, donc il y a une bien sûr. partie inconsciente aussi de notre comportement. Et donc oui, je crois en les interviews besoin, parce que je suis UX aussi, donc je pense que c'est important. Mais je sais que les gens vont pas toujours exprimer, ce Ouais. qu'ils pensent, hein. Il y a des sujets qui sont tabous aussi, où on est gêné et donc on se conforme socialement à ce qui est attendu de nous dans la réponse. Ce qui introduit des biais, hein, dans notre pratique du X aussi, du X research. Donc on va aller un petit peu plus loin. Il existe aussi des variables comportementales types, hein, des humains, donc on peut aller voir là-dedans, bah, qu'est-ce qui va être pertinent et Ok. puis faire des recherches, comme tu dis, aller voir dans les avis clients, chez les concurrents par exemple, hein. Il y a des belles choses qui peuvent sortir là pour comprendre les motivations dans ses propres avis clients, sur des forums en ligne, une bonne grosse recherche sur Google te donne aussi de l'insight en plus d'aller parler aux gens. Ouais, bien sûr. En fait, c'est entre la différence entre ce que disent les utilisateurs et qu'est-ce qu'ils font vraiment derrière. Il y a toujours une Ouais. différence entre les deux. Il faut vraiment se focus sur la partie comportement et effectivement tout ce qui est besoin d'un avou, etc. C'est tout aussi important. Ok, donc ça c'est pour Tu la partie motivation. Ouais, ouais, ouais. Juste pour ajouter un truc, tu vois, toi tu utilises Hotjar, hein, pour aller lire les interfaces, tu vois bien que les Carrément, comportements des gens ne correspondent pas toujours exactement à ce qu'ils ont dit en interview au besoin, et c'est ça qu'il complètement, faut aller chercher, quoi. C'est ce exactement, qui est caché. complètement d'accord. Donc ça, c'était le premier élément. On a dit qu'il y en avait 3. Donc on a dit un, motivation. Deuxièmement, il y a la capacité. Et c'est là où l'UX va avoir un super rôle parce qu'il faut que la personne puisse accomplir l'action qu'on veut qu'elle accomplisse. Sur un e-commerce dont on a parlé tout à l'heure, bah, il faut qu'elle puisse appuyer sur le bouton pour mettre son produit dans un panier. Et puis du panier, elle doit pouvoir passer à l'étape d'achat. Ça, c'est un exemple tout basique, hein. Mais il faut aller plus loin dans les interfaces et faire en sorte que ce soit très simple, très clair. Mhm. Il faut que ça devienne intuitif dans le parcours. Et là, bah, c'est toute la magie de l'UX design et de l'UI design aussi. On va faire en sorte que l'interface fonctionne. Et dernier élément, le troisième élément qu'on a besoin pour modifier un comportement, c'est vraiment cet aspect de déclencheur. Il va falloir qu'il y ait un stimulus qui donne envie de passer à l'action, l'action que, bah, que nous, on souhaite que l'utilisateur fasse, bien entendu si ça fait sens pour lui. Et là, par exemple, tu vas avoir un bouton que tu vas mettre de manière très visible, ou une petite notification qui apparaît au bon moment. Pense à Vinted et les petites notifications qui t'envoient et qui Mhm. apparaissent toujours vraiment au bon moment où ils te disent ah ben tiens, quelqu'un a acheté ton produit, bah tu peux peut-être regarder autre chose. Bah voilà, c'est ce genre de choses qu'on va utiliser comme déclencheur pour stimuler, donner envie de passer à l'action en fait. Et Ok. nous, c'est ce qu'on regarde quand on fait un audit UX. Ben, on va aller regarder est-ce que les éléments de motivation sont bien là, est-ce que la personne est bien en capacité de pouvoir utiliser l'interface, et est-ce qu'on a rajouté des éléments déclencheurs dans cette interface pour que ben, ils passent à l'achat ou qu'ils prennent rendez-vous, quoi. D'accord. En fait, tu peux carrément, quand tu analyses tes interfaces, là, quand tu disais que vous faisiez des audits, tu peux carrément noter en fait chaque parcours ou chaque page en fonction de ces 3 critères-là et attribuer des notes et ensuite, voir ou même sur des alors je passe du coq à l'âne, mais même sur les hypothèses, par exemple, si tu veux faire des modifications sur un funnel ou sur une page, quand tu vas les UX, les CRO, ils vont toujours essayer de prioriser un peu les hypothèses, à tester en fonction de la Mhm. facilité, d'intégration, l'impact sur le business, ce genre de choses-là. Et donc clairement, Ouais. ce modèle-là pourrait servir de critère de notation derrière pour prioriser tes hypothèses aussi, à tester. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut toujours trouver des sous-critères, hein, parce que les 3 critères tout seuls vont pas être suffisants en Ouais. UX. Moi, je sais que quand nous, on analyse, on a des grilles, hein, on a des grilles avec plus de 100 critères qu'on passe en revue, mais tu as raison, on pourrait être chaque fois rattaché à un de ces 3 éléments-là, en sachant aussi qu'on ne cherche pas
que à modifier un comportement. Donc, on ne cherche pas que à faire la personne aller acheter. Quand tu travailles un produit digital, bah, tu vas aussi travailler une satisfaction. Et donc, ces Bien éléments-là sûr. ne sont pas suffisants pour un audit du X pur et dur. Dans un parcours de conversion, ça va être un petit peu différent puisqu'on a un objectif et qu'il est bien clair et qu'on va chercher bah, uniquement la conversion. OK, 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 super intéressant. OK, très bien. Je te propose de passer à la question suivante. Je voulais te demander si tu pouvais nous partager quelques principes, qu'on peut appliquer à notre business pour améliorer sa persuasion. Si tu as des exemples à nous donner, on est preneur. Alors, il y a quelque chose que les gens adorent, hein. Maintenant, ça fait, plus d'1 an qu'on publie sur LinkedIn et je vois toujours que les gens adorent ce sujet-là, c'est les biais cognitifs Ah et ouais, c'est les clairement. biais cognitifs, ils sont, directement liés au mécanisme, de persuasion, hein, puisque c'est le fait de bien comprendre, bah, comment notre cerveau, il fonctionne. Il fonctionne à partir de raccourcis, hein. C'est comme quand tu te brosses les dents, tu réfléchis pas à ce que tu fais. Et Ouais, ben, bien c'est sûr. pareil, on a plein de mécanismes comme ça et les biais cognitifs, ça va être des raccourcis, mais où on va un petit peu trop vite, si tu veux. La pensée va se mettre en action toute seule. Et donc, quand tu connais ça, bah, tu vas pouvoir te servir de cette petite erreur logique pour pouvoir mieux mettre en avant un message. De nouveau, j'insiste, le but, c'est vraiment pas de manipuler les gens, c'est d'apprendre à se montrer ben, sous un jour où les gens vont comprendre. Et toi, ton but, tu fais sens avec, ben, avec leurs besoins, avec leurs éléments de motivation qu'on vient de mettre en avant. Et donc, juste que je comprenne, excuse-moi Shirley, donc ces biais cognitifs dont tu parles, c'est quelque chose qui a été théorisé et c'est des biais Ouais. cognitifs dont l'humain n'est pas conscient en fait quand ça lui arrive. En fait, son esprit est guidé par quelque chose, mais il se rend pas compte de ce qui se passe, c'est ça? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as appris bon, t'apprends si tu devais réfléchir en permanence, ça chaufferait trop fort là-dedans. Si tous les éléments, tu devais les traiter, bah, tu exploserais simplement. Mmh. Et donc ton cerveau, il a appris à se préserver, à préserver son énergie. Et donc imaginons que chaque fois que tu as vu une voiture rouge, tu t'es dit que la voiture rouge, elle roulait vite. À un moment donné, ton cerveau, il fait le raccourci, il voit une voiture rouge, il se dit: «Elle roule vite, elle a de la puissance en termes de OK. vitesse». Et c'est ça un raccourci. Et donc c'est pas dit, tu pourrais voir d'un coup, je sais pas moi, une Twingo rouge, ben elle va pas monter à du 200 en 2 secondes, quoi. Non, non, Et je pense ça, que ça c'est une risque pas. erreur, c'est une petite déviation de la pensée. C'est une manière vraiment stéréotypée de t'expliquer un biais, mais c'est ça. Il y a OK. une déviation de la logique et donc tu vas appréhender certains éléments de cette manière-là. Je pense qu'un premier exemple très très facile à comprendre et qui fonctionne bien en termes de conversion, c'est quand tu traites des tableaux de prix, on va se servir du billet d'ancrage. Donc, tu vas mettre un premier prix qui va, à partir duquel ça devient un point de référence et la personne, l'utilisateur, va tout comparer en fonction. Un bel exemple assez facile à trouver, c'est sur le site de Mailchimp, Ouais. qui va proposer des tarifs pour créer son site web. Et là, tu verras, ils vont mettre d'abord le produit, enfin leur abonnement payant, et puis leur abonnement gratuit. Mais comme ça, toi, tu vois que le premier, c'est 8 euros par mois, je pense, à peu près 8-9 euros par mois. Et donc, tu te dis, OK, c'est ce prix-là, tu regardes les différentes fonctionnalités qui sont offertes, et puis tout de suite à côté, tu as le produit gratuit, hein, l'abonnement gratuit, avec des fonctionnalités limitées, mais du coup, tu te dis, ah oui, ah donc j'ai pas droit à ça, et j'ai pas droit à ça, et alors tu te fais, ah bah peut-être que l'abonnement à 8 euros, ben, il valait le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est le jeu sur les tableaux de prix, c'est de donner un point de comparaison. Donc les personnes, elles vont plus penser ta valeur en fonction de perception générale, mais en fonction de ce que tu leur as montré sur ta page. Et c'est ça que OK. c'est intéressant. Alors il y a deux éléments qui rentrent en compte, c'est le biais d'ancrage et l'effet de cadrage. OK, et alors attends, du coup, l'effet de cadrage, c'est, le fait juste c'est un peu comme, enfin, ça veut dire quoi l'effet de cadrage? C'est comme l'ancrage, c'est-à-dire que tu as un prix, plus cher au début et donc le prix après, il paraît moins cher ou ça, c'est juste l'ancrage? Alors ton encre, c'est le prix le plus cher. Et comme ça, tu OK, compares. C'est comme les prix barrés quand tu fais des promos, tu vois, tu vas voir le prix qui est barré et après tu ouais, vas comparer le prix normal, si tu veux, ou le prix réduit, et tu te dis, ah ouais, ça fait une belle économie. OK, Ça, c'est ton prix d'ancrage. L'effet de cadrage, c'est le fait que tu as mis dans un tableau, si tu veux, hein, c'est ton cadre, plusieurs options et que la personne, l'utilisateur, se met à réfléchir en comparant par rapport aux différents éléments qu'il a. OK, OK, très clair. Ça, c'est super intéressant parce que c'est contre-intuitif quand tu fais des sites internet, notamment des SaaS, où tu vas effectivement faire, ta page tarif avec, différentes colonnes
Et c'est rare de voir des SaaS où tu vas voir les tarifs. Tu as même maintenant des SaaS qui commencent à mettre vraiment le tas. En fait, ça va du plus cher au moins cher, parce que là, l'exemple, enfin, tu parlais de Mailchimp, et je vois ce dont tu parles, parce que j'ai le screen, on mettra la description dans la vidéo, mais on voit deux colonnes, il me semble. Mais parfois, tu as carrément plus de deux colonnes, où là, tu as vraiment le prix le plus cher au début, et donc forcément, les prix derrière paraissent moins chers. Donc, et ça, c'est contre-intuitif quand tu fais un site, tu penses pas à Ouais. organiser tes tarifs comme ça, quoi. C'est marrant. Mais ça va aussi avec le fait que tu décris tes fonctionnalités en dessous. Parce que si Ouais, tu te contentais juste de mettre le prix, bah forcément, là, c'est de la comparaison qui se compare pas. Tu vas te dire, oui, c'est trop cher. Mais c'est si tu sûr. fais un déroulé, tu vois, ces tableaux où tu mets c'est dedans et tu mets un petit V, tu mets toutes les fonctionnalités, tu listes et puis tu mets un petit V et puis tu mets une petite croix à côté, bah ouais, ça donne cette comparaison évidente et les gens vont se mettre à trouver, à percevoir la valeur des différents abonnements. Et de plus en Ok, plus, hein, les SaaS utilisent cette technique. ok. Super intéressant. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un autre petit biais psychologique un petit biais Et j'en cognitif ai à nous un, partager? j'en ai un autre. Il y en a un qu'on utilise partout. Je crois que tout le monde fait ça. En tout cas, quand tu t'y connais un peu dans les landing pages, dans une page de vente, tu vas utiliser ce qu'on appelle le billet de preuve sociale. Alors, le billet de preuve sociale, il est simple. Quand on prend une décision, nous sommes des humains et donc on n'a pas toujours envie de réfléchir et on va regarder ce que les autres y font. Et on va se baser, s'il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'aller acheter, je sais pas moi, une tarte chez un pâtissier parce que tout le monde dit qu'il est bon, ou alors on va aller chercher un abonnement en ligne chez un SaaS et il voit qu'il y a plein d'avis clients qui sont positifs, bah, il va se reposer sur l'avis des autres pour prendre sa propre décision. C'est aussi un raccourci mental. On n'a pas envie, en fait, on est des sortes de radins cognitifs, quoi. On n'a pas envie de donner trop d'énergie à nos réflexions. Et c'est comme ça que sur une page de vente ou n'importe quelle landing page, on va souvent amener des avis clients. Et le mieux, c'est d'être super précis dans ces avis clients. Un bel exemple, bah, c'est la page de Caroline Mignot qui fait The Squared pour le Hmm. moment. Là, tu vas retrouver des avis clients avec le nom des gens, même des photos des gens, ce qui te crédibilise beaucoup plus. Un autre moyen aussi tout simple, parce que là on est dans le cadre d'une communauté, il suffit que tu indiques le nombre de membres qui sont déjà dans la communauté, tu mets un chiffre, on sait que le cerveau adore les chiffres, c'est beaucoup plus facile à traiter. Bah, du coup, tu dis qu'il y a plein de gens qui ont aussi choisi ça, et toi, naturellement, bah, si ça te parle de nouveau, si ça a du sens pour toi, tu vas te dire, ah bah oui, s'ils y vont, moi j'y vais aussi. Ça, c'est le billet, je crois, c'est un des billets les plus utilisés par toutes les personnes qui conçoivent des interfaces. Mais moi, je trouve pour moi, c'est un des plus puissants, alors qu'il est très connu, hein, mais c'est un des plus puissants parce que effectivement, tu as ce que tu viens de dire, c'est que tu as toute la partie preuve sociale où tu sais que tu vas t'embarquer, enfin, potentiellement, ça te donne une raison de plus qui est très forte d'acheter parce que tu te dis, OK, j'ai une sécurité, je sais que plein de gens ont acheté déjà ce produit, ce service, Mhm. je vois effectivement le nombre de demandes, etc. Donc, j'ai un peu en plus un effet FOMO qui s'installe. S'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est qu'a priori, il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Et il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant dans les avis et qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, en fait, les utilisateurs lisent beaucoup les avis et ça leur permet aussi de comprendre ce que fait le service ou ce que fait le produit et ce que ça change Oui. dans la vie de ces gens-là. Et donc, en fait, du coup, en fait, limite, tu te projettes plus en lisant les avis d'autres personnes comme toi qui te disent, bah voilà, moi j'ai ce produit-là, il m'a intéressé parce que je l'ai utilisé comme ça, je l'ai reçu à tel moment, je l'ai utilisé comme ça m'a donné tel résultat. Et du coup, Mhm. je trouve que tu te projettes beaucoup plus facilement avec des mots plus humains que généralement des landing pages où le copywriting est travaillé et parfois c'est un peu trop marketé. Et du coup, tu as du mal à comprendre parfois, et tu parlais de la clarté tout à l'heure, tu as un peu du mal à comprendre ce que fait l'outil ou qu'est-ce que ça a apporté comme résultat. Et là, bim, dans les avis, tu vois très concrètement ce que ça apporte à des gens comme toi. Je Ouais, trouve ça oui, hyper oui, mais tu as intéressant. raison, hein. Tu complètement raison. Toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir ce type d'avis. Ça, c'est vraiment le gros, Oui, gros challenge c'est qui est clair. derrière pour l'entreprise. Mais c'est là où moi, je dis toujours à mes clients, bah, hésitez pas à demander et même à dire aux gens ce que vous avez besoin à l'intérieur de vos témoignages. Parce que les gens, ils sont parfois devant leur clavier, ils savent pas ce qu'ils doivent taper. Et donc, Ouais, c'est clair. indiquer, simplement dire aux gens, bah, qu'est-ce que vous en avez tiré de positif ou de négatif, hein, parce que l'idée d'un avis, c'est d'avoir un avis sincère. Et si tu as un avis négatif, ben, du coup, tu sais plus précisément ce qui s'est passé. Et si tu as un avis positif, bah, c'est génial, ça le met en avant pour les autres, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok, bon bah top. Ok, est-ce que tu as un dernier petit biais à nous partager? Allez, j'en ai tout plein, en fait. Ah, Tu sais, la liste des j'imagine, biais, j'imagine. il y en a des Ouais. centaines. Un qui est aussi, qu'on retrouve très très souvent, mais qui est aussi ultra efficace, c'est le billet de rareté.
Ouais. Donc c'est le fait qu'un élément, quand tu sens qu'un élément va être limité, bah, ça te donne encore plus envie de l'avoir, hein. Tu parlais tout à l'heure avec le FOMO, ça avait un petit Mmh. peu croisé ça aussi. Et typiquement, quelqu'un qui utilise très, très bien ça, c'est Zalando. Alors Zalando, en termes d'UX, c'est parmi, les meilleurs, hein, OK. sur une plateforme e-commerce. Et eux, ils vont amener plein, plein, plein de biais cognitifs. Airbnb aussi fait ça, et tu vas retrouver, bah, par exemple, quand tu veux acheter un produit, si tu vas voir sur leur fiche produit, il y a plein de produits où c'est marqué, achat limité à autant d'achats. A priori, une paire de chaussures, tu vas pas te l'acheter 10 fois, hein, c'est pas, tu trouves ça un peu étrange, mais ça te fait quand même comprendre que c'est un produit qui est plébiscité. De la même manière, tu vas trouver sur des e-commerce, et je pense que Zalando le fait aussi, plus que 3 en stock, ou Mmh. on va te dire un nombre limité, et ça te donne plus envie d'acheter. Un autre truc, un petit plus, dans les fiches produits de Zalando, un truc que je trouve vraiment, vraiment sympa, c'est qu'ils vont tout de suite t'afficher ta taille, si tu es logué, hein, tu dois toujours être identifié dans la plateforme. Ah OK. Ils vont te dire, bah voilà, pour vous, cette chaussure-là, il vaudrait mieux que vous preniez du 39. Habituellement, C'est vous prenez ouf. du 38, mais là, il faudrait prendre du 39. Et ce que ça fait, ça appelle aussi un autre biais cognitif. Enfin, là, on va plutôt parler d'un effet. Ça s'appelle l'effet cocktail party. Donc, tu imagines que tu es dans une discothèque et tu as ton pote qui t'appelle «Hé Pablo!» Et même s'il y a plein, plein, plein de bruit autour de toi, tu vas quand même reconnaître qu'il est en train de t'appeler et te parler, te demander qu'est-ce que tu veux boire. Eh ben, ce petit truc qui te donne, ta taille, qui te guide sur la taille que tu dois choisir, c'est exactement cet effet-là. Tu vois dans l'interface quelque chose qui s'adresse à toi et qui te connaît puisqu'il te donne ta pointure, et du coup, tu vas y dédier plus d'attention. Et c'est comme ça qu'on peut jouer avec plein, plein, plein de biais cognitifs différents. Le tout, c'est d'être subtil, hein, parce qu'il faut pas en mettre, 20 dans un écran, ça va pas fonctionner. Il Bien faut sûr. surtout trouver les pertinents, et comme tu disais tout à l'heure, pas tomber dans des dark patterns, quoi. Super intéressant. Je le connaissais pas cet effet de, l'effet cocktail party là. C'est très marrant, mais c'est exactement ça et je trouve ça trop puissant là, ce que font Zalando. Je savais pas qu'ils faisaient ça, mais de faire ressortir ta taille comme ça, quand tu es connecté, je trouve ça ouf. Je connaissais pas. C'est une super idée. Bah, ça te C'est donne tout de suite envie, quoi. Ouais, c'est clair, bah, c'est personnalisé, du coup, tu vraiment enfin, ça s'adresse à toi, donc ça donne encore plus envie, ouais. Bon, bah, trop bien. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que ça te va si, du coup, on passe à la question suivante? Est-ce que tu pourrais nous partager un peu tes modèles et inspirations, ou ta veille, marketing, design? Voilà, si tu as des choses à nous partager pour, qu'on puisse aller voir. Alors, j'ai pas de grands modèles, assez étonnamment, et j'ai plein de modèles. Il y a plein de gens que j'adore. J'ai une manière de faire ma veille, un peu à l'ancienne, hein, Ah ouais? j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé lire, donc j'adore, je lis plein de trucs, que ce soit sur l'UX, sur le neuromarketing, vraiment dans tous les domaines. J'ai aussi cette particularité d'être, tu sais, j'étais une consultante business avant d'être une consultante UX. Donc j'ai gardé ça, j'ai ce truc entre le marketing et l'UX. On sait bien que les UX et les marketeurs, ils aiment bien se disputer ensemble. Mmh. Donc j'essaye d'être au bon milieu. Et en termes de comment je trouve mes lectures, ben, souvent je vais sur bêtement un catalogue de bibliothèques universitaires. J'aime bien aller voir les dernières études aussi qui sont sorties. Et je vais trouver plein de bouquins intéressants, et alors après je vais, soit me les acheter, soit aller lire, aussi, parce que j'ai l'avantage d'être prof, donc j'ai des cartes dans les bibliothèques universitaires, je peux aller prendre tout ce que je Pratique. veux. Il y a il y a Google Scholar aussi qu'on sous-exploite, je trouve qu'on le sous-exploite beaucoup, alors que beaucoup d'articles sont gratuits aussi là. J'essaye de rester à la pointe, vraiment de mon domaine, c'est important pour moi d'aller jusqu'au bout des choses. Et j'ai encore plein de choses à découvrir, hein. Je suis encore loin de tout savoir. Mais si je dois te donner quelques noms comme ça, bah, en persuasion, il y a Robert Cialdini, ça reste le Bien père, sûr. vraiment de la persuasion. Daniel Kahneman, pour bien comprendre comment on fonctionne, comment nos systèmes de pensée fonctionnent. En UX, il y a peut-être quelque chose, que vous connaissez pas, qui est très intéressant, c'est Laura Klein. Je sais pas si tu as déjà lu son bouquin UX Non, for Startup. non, je l'ai pas lu. Hem, c'est vraiment, entre l'UX et le marketing, et donc ça t'apprend comment très, très vite, quand tu es une startup, tu dois aller sur le marché et tester, et qu'est-ce que tu mets en place comme interface pour aller justement tester ce marché. Moi, c'est un bouquin que j'ai beaucoup lu, à une époque où j'ai lancé une plateforme de psychothérapie en ligne. Du coup, je trouvais ça génial comme technique. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans le domaine, c'est Karine Lallemand, que j'ai eu la chance d'avoir, comme professeur à l'université.
Et elle, si tu cherches toutes tes techniques pour interviewer les gens, toutes les techniques du UX research que tu peux avoir, ben, elle a la bible francophone, puisque c'est Trop elle qui a bien. vraiment développé l'UX dans notre milieu francophone. Trop intéressant, trop intéressant. Ça me fait penser que si on a le temps, enfin si tu es dispo, peut-être en 2000 en 2035, tu me diras, mais on se fera un petit épisode sur la UX research, ça peut être pas mal et tout à l'heure on parlait de Volontiers. d'interview utilisateur ou essayer de comprendre, un peu l'utilisateur et ses besoins non avoués, ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu la bête noire, je trouve en UX, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui est pas simple. Et Donc ça pose vraiment toute la question de nous, en tant qu'UX researcher, quelle posture on doit prendre, en comment est-ce qu'on plus. doit comprendre les gens, hein, c'est super important. Ouais, ouais, en essayant de rester les plus distants possibles, les plus objectifs possibles et Ouais. c'est assez compliqué, mais c'est passionnant. Bon, bah, trop bien. Bah, écoute, merci pour ces partages, est-ce que tu as une marque ou un expert que tu rêverais de passer voir sur le podcast? Je viens de voir la Caldini, réponse. tu sais le faire? Tu peux nous l'amener? Ce serait sympa, n'empêche. Bah non, mais franchement, Bah, si tu as écoute, l'occasion un jour, Karine Lallemand, ça vaut vraiment le coup d'avoir un trop bien. échange avec elle. Elle fait des super recherches en UX. Si tu peux, ce serait vraiment chouette. Ouais, je vais essayer. OK, bon, bah, ça serait cool. Sinon, j'aurais son padawan, à la place, ça sera déjà très bien. Bon, bah, trop cool et bah, écoute, parfait. Si on veut te contacter, Shirley, comment on fait? Bah, le plus simple, c'est LinkedIn. On a une super communauté sur LinkedIn. Là, je crois qu'on a plus de 25 000 personnes qui nous suivent. Donc, le contact le plus direct, vous m'envoyez un MP et je vous réponds. Trop sympa. Ah ouais, tu peux répondre là aux messages si on te spam là, si tu reçois 15 000 messages demain, Alors, tu prête? je reçois pas mal de messages par jour, donc c'est pas dit que je réponde tout de suite, je vais être honnête, mais on essaye de répondre à tout le monde. Bon, bah, c'est trop cool. Bon, bah, top, merci Shirley, c'est sympa. Bah, écoute, je mettrai de toute façon tous les liens là dont on a parlé dans la description de l'épisode et bien sûr ton compte LinkedIn. Bah, je pense que c'était très bien comme épisode. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant. Merci mille fois Shirley. Je suis un peu Merci frustré à parce que toi. je fais exprès de limiter le temps, mais j'ai envie de poser plein d'autres questions, mais je peux pas parce que sinon après ça fait des épisodes d'1 heure et demie donc On faut aura rester. encore l'occasion de parler, Pablo. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on pourra s'en refaire derrière. Mais en tout cas, merci beaucoup, Charles. C'était hyper intéressant. Et bah, je te dis à la prochaine. Peut-être qu'on se fera un autre épisode ensemble alors. À bientôt, Pablo, à bientôt tout le monde. Salut. Salut, Charles. Ciao.